Écoutez, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, c'est très apprécié. Je suis Didier Réolon des importations Edica, donc qui est une compagnie qui importe et représente des marques de machines d'espresso mondialement reconnues ici au Canada, mais aussi qui a développé sa propre gamme de café haut de gamme, qui est le café touché. Café que vous avez peut-être pu déguster sur notre kiosque qui est juste derrière. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est le café à travers le monde. Et on a voulu en fait vous présenter notre maître torréfacteur qui est Christian Lacroix. Christian qui est une bible du café, qui est un artiste qui va lui-même rencontrer les gens qui font son café, pour vraiment tout connaître de la chaîne du début à la fin, pour être sûr que c'est un café de très bonne qualité et qui en plus est équitable. Donc je vais te passer la parole et puis on va faire ensemble un tour, si on a le temps, du café à travers le monde, donc sur tous les J'ai seulement de l'information pour 15 pays, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis l'autre jour, je n'ai pas parlé de la moitié des pays. On va se faire un petit peu plus vite. Si vous ne comprenez pas, levez la main. Je ne répéterai pas. Alors, moi, j'ai commencé par voyager dans les pays de café parce que je trouvais qu'à un moment donné, on n'avait pas les réponses que j'avais besoin au niveau de l'intégrité biologique et de l'intégrité équitable. Et aussi le sol, l'altitude. C'est des questions qui me pesaient pendant longtemps. Alors, j'ai décidé d'entamer des voyages dans les pays producteurs de café. J'ai commencé par le Mexique. Non, en réalité, j'ai commencé par le Pérou il y a bien des années, réaliser un projet d'aide dans une vallée très éloignée au Pérou, avec de l'éducation pour les producteurs, de la mise en place d'équipements pour transformer le café. Et par la suite, je me suis dit que j'ai entamé un tour. J'appelle le tour du café. Je vais visiter le plus de pays possible, des pays où j'achète du café, mais il y en a beaucoup de pays. Alors, j'ai entamé la route du café. J'ai commencé au Mexique. Ce que j'ai fait cette année-là, je voulais, parce que j'avais voyagé souvent au Nicaragua, au Pérou, dans différents pays. Et souvent, quand on y va en avion, on va dans le pays producteur, on fait des heures de route, on rencontre des gens, on goûte au café, on choisit les cafés qu'on veut. Mais on ne peut pas tout visiter les régions différentes en même temps. Alors, je me suis dit que l'idéal, ça serait de le faire en véhicule. Alors, j'ai acheté un Westphalia. Je suis parti d'ici à Montréal. J'ai roulé sur la côte est de tous les pays d'Amérique centrale jusqu'au Panama. Au Panama, ça continue pas. J'ai tourné dehors, puis je suis remonté tous les autres pays par la côte ouest, en incluant le El Salvador, qui, lui, ne fait pas les deux côtés de l'Amérique centrale. Ça m'a permis de, chaque pays, comme le Mexique, ici, on est dans l'Est, le Veracruz, qui est une région qui est très méconnue. Ça m'a permis de voir les gens, dans les conditions, les producteurs de cette coopérative-là, ici à Coatepec, qui travaillaient. C'est vraiment rudimentaire. Mais c'est fun de voir comment ça évolue. Les producteurs prennent de plus en plus d'informations. Qu'est-ce que nous, on est intéressés, les torréfacteurs de café? Qu'est-ce que les consommateurs et consommatrices désirent? C'est un lien de communication très important. Ici, vous avez une plantation de café. Je ne sais pas là, c'est trop vite. C'est une plantation de café dans le Veracruz, au Mexique aussi. Elle est très jeune, elle a peut-être 3 ou 4 ans seulement. Ça prend au moins 5 ans avant de produire des fruits. Alors, les premières années, il n'y a pas de production. Et c'est bien aligné comme ça. Vous voyez, le sol, il y a un angle, très important l'angle dans la plantation pour le drainage de l'eau. Pour plus que d'eau, meilleure est l'acidité du fruit. Ici, de l'autre côté, on est rendu dans le Chiapas, l'autre image. Ça, ici, c'est la repousse de café, parce que les plants de café, après quelques années, ne produisent moins. Alors, dépendamment, c'est pas une règle, dépendamment du pays, dépendamment de la philosophie du producteur, il va replanter d'autres plants en enlevant ceux qui produisent moins. Alors, on prend un grain de café qui n'a pas été fermenté, on le met dans la terre et il sort au bout d'une tige comme ça. Vous pouvez voir. Et quand, après quelques semaines, le grain s'ouvre, il y a une feuille qui sort. Le plant pousse un peu, après on le retransplante dans un pot pour le planter. Et on a pu voir sur la première diapositive que tu nous avais montré que le café est étendu au soleil pour sécher. Oui. Ça, c'est une méthode particulière de séchage? C'est la méthode que nous, parce que nous, si on ne travaille pas avec des grandes entreprises de café, ce sont des coopératives, des petits producteurs. Alors souvent, eux, ils n'ont pas les équipements pour faire sécher le café. Puis nous, de toute façon, on peut connaître toujours un séchage qui est fait au soleil. Parce que le café n'est pas humide. Mais c'est pas de règles. Prenez pas ce que je dis pour des règles, parce que je suis rendu à 25 pays que j'ai visités. C'est pas plus. Puis il n'y a pas un pays qui fonctionne pareil. Il n'y a pas de règles qui existent. Ça dépend du pays. Au Nicaragua, par exemple, vous allez voir tantôt une image. Mais ça, c'est au Guatemala. Un autre exemple qu'on fait sécher le café au pied du volcan au Guatemala.
Cette photo a été prise à Antigua, qui est une région très, très reconnue pour le café dans le monde. Encore, au Guatemala, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que j'ai visité d'autres régions. J'ai visité 5 régions différentes. Et j'ai visité des nouvelles régions qui poussent un peu sur la réputation du café Antigua, qui est Huehuetenango. Ils ont des terroirs incroyables. J'ai rencontré des hommes extraordinaires qui travaillent le café et ils arrivent à des résultats aussi bons qu'Antigua. Alors, le même pays, on a des régions complètement différentes, des hommes et des femmes qui n'ont pas la même implication dans le café. Cette ferme-là ici, c'est Bella Vista. Ça, c'est une superstar du café, comme dans le vin. Il y a des superstars. Eux, je ne pouvais même pas acheter de café. Tout était vendu à l'avance. Parce que la réputation fait en sorte qu'il y a une demande pour ce café-là. Et la prochaine région, et ça, c'est à Bella Vista. Ce qu'on a fait, bon, ça, on appelle ça du cupping. Puis souvent, quand je dis un blanc, un étranger qui est là, il nous demande de goûter au café. Donc, on avait 50 producteurs différents à goûter, un après l'autre, de toutes les régions du Guatemala différentes. Et à la fin, ce qui était vraiment amusant, puis je ne m'y attendais pas, on m'a demandé mon avis et l'avis de la catador. La catador, c'est la personne responsable de la qualité de café. C'est elle qui va goûter à tous les cafés qui produit, qui est transformé dans ce moulin-là. Alors, elle connaît les cafés, elle a donné son appréciation. C'est toujours drôle à chaque fois, parce que moi, je suis très sévère, puis je déclare des cafés. Moi, s'il y a un défaut dans, il ne mérite pas d'être acheté, il faut que le producteur il sache pourquoi. Il faut lui dire un problème de fermentation, un problème de séchage. Il faut lui dire où il l'a recueilli trop vite. Bon, il y a plein de raisons. Mais eux, c'est des amis, c'est des producteurs, ils ne veulent pas déclasser. Alors, c'est pour ça que je suis là, pour déclasser les cafés. Non, pas vrai. Alors ici, après, dans le Guatemala, je suis allé au lago Atitlan, qui était une autre région. Encore là, c'était vraiment différent, parce que la culture du café n'est pas la même. Pourtant, c'est toujours le Guatemala. Ça aussi, c'est un autre point important. Les gens disent, le café du Guatemala, de la Colombie, ou de l'Afrique, ça n'a rien à voir. Ça dépend du terroir, comme le vin, si on peut faire le lien avec le vin, c'est la même chose. Ici, c'est une autre région, plus près de la capitale. Eux, c'est une grosse coopérative aussi comme ça. Lui, il a l'air triste, puis il avait raison d'être triste. Il avait perdu, à cause de la maladie qui s'appelle la rouille, qui attaque le café. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas de revenus avec le café. C'est pris 3 ans avec des programmes de l'aide coopérative, puis on voit ces cafés qui sont à côté. Alors, il m'a touché beaucoup, puis j'ai fait une photo de lui. C'est la réalité de ces gens-là. Je l'ai vu au Pérou aussi. Les gens, ils n'ont pas de récolte de café, mais ils n'ont pas de salaire. C'est leur revenu annuel qu'ils font. Ici, je vous parlais de micro-climat tantôt. Ça, c'est au Nicaragua. Les sacs noirs que vous avez, ce pas des sacs, c'est des toiles noires sur lesquelles on fait sécher le café. Parce que là-bas, les régions de café, il y a tellement d'humidité que le producteur ne peut pas faire sécher le café sur sa ferme. Il le vend au moulin, à Matagalpa, avec 50 d'humidité dedans. Et c'est la responsabilité du moulin de le faire sécher. Alors, c'est très impressionnant d'arriver dans cette ville-là et de voir de chaque côté, c'est grand comme des terrains de soccer. C'est juste du café étendu comme ça. C'est toujours intéressant de voir dans le temps du café comment les villes se transforment, parce que la seule destinée de ces villes-là, c'est le café. Ici, c'est un peu la fin de la journée. Et la boîte, le contenant que vous voyez, c'est comme ça que le cueilleur est payé. Je ne me souviens plus du montant, mais il est payé. Chaque contenant, à la fin de la journée, est mesuré. Alors, et là, en fait, juste pour préciser par rapport à la qualité du café qu'on retrouve dans la tasse, tous ces détails qu'on peut voir sur la diapositive influent sur la qualité du café au final. La richesse de la terre, l'altitude. On commence par la variété botanique, parce qu'il y a 2 grandes espèces de café. Puis dans chaque espèce, il y a plusieurs variétés. Alors, comme dans le vin, les cépages, on peut parler de Bourbon, de Typica, de Bourbon jaune. Il y en a plein. Alors, nous, on connaît un peu les variétés, les saveurs de chaque variété. Et là, on va l'analyse que je fais, c'est le sol, l'altitude, c'est où, le drainage, comme je vous ai montré tantôt. Est-ce que c'est des plantations ombragées ou en plein soleil? Ça va changer beaucoup la couleur, le fruit qui va rougir plus vite. Et surtout, la densité. Ce qui est important pour nous, le facteur, c'est la densité du grain vert. Plus qu'il est en altitude, il y a moins d'oxygène, il va mûrir beaucoup plus lentement, il va extraire plus de minéraux du sol, puis il va être plus dense. Plus c'est dense, plus qu'on aime ça. Alors, c'est une grande caractéristique. Et oui, toutes ces étapes-là sont importantes. Et c'est ce que je disais tantôt à In, au kiosque. Ce qui est magnifique, toutes ces années-là, quand j'ai commencé très longtemps, le café équitable, c'était de la boîte. Je ne peux pas le dire, il n'était pas bon. On l'achetait pour aider les producteurs de café, parce que c'est une bonne cause. Mais aujourd'hui, la qualité qu'on a, c'est comme...
Ça n'a aucun bon sens. Il y a des grands terroirs qui gagnent, qui sont équitables et biologiques. Alors, le travail, ce n'est pas nous qui l'avons fait, le travail. Oui, on a communiqué avec ces gens-là, mais c'est le producteur qui a compris qu'il fallait qu'il travaille. Cette femme-là, c'est une visite au Nicaragua. Je l'ai rencontrée, c'est Rio Coco, la ville où j'étais allé. Je ne sais pas combien d'heures de route que j'ai fait pour rencontrer cette femme. C'est la présidente d'une coopérative. Puis je la trouvais tellement belle. J'ai même filmé, en entrevue. Puis elle, c'est tout ce programme, tout l'argent, puis c'est important pour moi aussi. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent à la coopérative? C'était pour les femmes, aider les femmes agricultrices, aider les femmes, leurs enfants à l'école. C'est pour ça que je voyage, pour me rendre compte de ces choses-là. Et elle, puis je l'ai vu, je le trouve vraiment sympathique. Ici, la prochaine diapositive, on change un peu de décor. La région de Tarazu au Costa Rica. Bon, Costa Rica, tout le monde le connaît un peu. C'est un pays qui est plus éduqué, le niveau de vie est meilleur. C'est intéressant de voir ce que j'ai fait. J'avais 2 objectifs. C'était de rencontrer ce type-là ici, il s'appelle Jorge. C'est la famille de Tobossi près de San José. Lui, il gagne des prix comme le meilleur café, puis il est vraiment haut de gamme. Alors moi, j'aime ça, aller voir puis démystifier les gens. Pourquoi il gagne des prix? Il était vraiment sympathique. Puis depuis que je suis passé, il y a plein de gens qui achètent son café à Montréal parce que j'ai mis des gens en contact. Je fais ça aussi comme la femme de la coopérative tantôt. J'avais dégusté ses cafés, je l'avais choisi comme café. Et quand je suis retourné l'année d'après, les gens me serraient la main et étaient contents de me voir. Je comprends, il y avait un courtier qui avait acheté 11 containers de café de la coopérative. Ça sert un peu. Au moins, c'est concret, ce que je fais. Je suis content. Et lui, vraiment, c'est vraiment intéressant puisqu'il avait pris le virage. Ce que vous voyez, c'est des nids africains qu'on appelle. Ils font sécher le café. Il y a 10 000 manières de faire sécher le café. Ça, c'est le café qu'on appelle de miel. Là, on est. C'est comme semi-fermenté. C'est pas la procédure normalement. Il faut une semi-fermentation, puis le café comme tout gommeux, un petit peu comme il y avait une huile dessus. Ça donne un petit goût de miel, là. Puis les gens en sont fervents, surtout aux États-Unis. Les Américains aiment beaucoup ça. Fait toute sa production, pas tout, mais 85 % de sa production était beaucoup plus de travail, mais il arrivait à se différencier avec une méthode bien à lui. Un peu l'exemple de sa plantation, il met toutes ses variétés identifiées par secteur. Parce que comme dans le vin, comme dans les cépages, il y a des angles, des sols sont meilleurs pour aller avec différentes variétés botaniques. Alors, lui, il est tout organisé comme ça. Ici, un pays que j'ai beaucoup aimé, je suis allé à quelques reprises là-bas, c'est le Panama. Le Panama, c'est fantastique parce que la région café, c'est comme un micro-climat. C'est à 1200 mètres d'altitude. Il fait tout le temps beau. Il fait pas chaud, il fait pas froid. La route pour faire le tour des producteurs, c'est tout pavé en bitume. C'est tout beau. C'est comme tout un beau jardin. Mais c'est des gens qui vivent dans cette j'appelle le fer à cheval. C'est juste comme un fer à cheval. Toutes les maisons sont là. Et je parle du Panama parce que je vous montre un café. Ça, c'est un arbre de café. La variété botanique de cet arbre-là, c'est le geisha. Le geisha, c'est originaire de l'Éthiopie, qui est le premier pays de café, le seul endroit où l'arbre du café pousse à l'état naturel. Et il y a le frère de la Rachel Peterson, que j'ai rencontré au Panama, qui a eu l'idée, il y a plusieurs années, d'essayer cette variété botanique-là sur le sol du Panama. Et si je vous dis que maintenant, quand j'avais ma rencontre avec Rachel Peterson, cette femme-là, par courriel, elle me dit « Ah, j'arrive de Corée. » Je dis « Qu'est-ce qu'elle faisait en Corée, elle? » Elle vend son café en Corée. À 50 $ la livre US, ça vaut au détail presque 1 000 $ le kilo. On a eu un article là-dessus sur ce café dans la presse il y a quelques jours. Alors moi, j'ai eu la chance, puis comme je fais toujours, je démystifie les choses. J'ai dit à Rachel, je suis là, je suis disponible pour la dégustation. Fais-moi goûter tes 3 meilleurs cafés geisha. Puis j'ai écrit un article là-dessus que j'ai mis sur le site web. Mais c'est juste pour démystifier. Oui, il y a une différence, mais je ne paierai pas ce prix-là pour ça. Mais les Coréens, oui. Tant mieux pour eux. Et là, un pays que j'ai vraiment eu un coup de foudre aussi, c'est le El Salvador. Ils sont dans la région du volcan Santa Ana. Pourquoi le Salvador? Parce que historiquement, il y a 30 ou 40 ans, le Salvador était un des meilleurs pays producteurs de café. Souvent, même, il y a de la blague, puis je tirais la pipe aux gens du Honduras. Les gens du El Salvador achetaient du café au Honduras, puis le vendaient sous l'appellation El Salvador. Puis c'est vrai, j'ai confirmé les vrais. Alors, j'ai eu la chance de... Puis tout ça est relié, je vais vite un peu parce que je vais parler des autres pays. Au El Salvador, tout le monde a entendu parler de la révolution qu'il y a eu, la réforme agraire et tout. Puis ça faisait peur un peu ce pays-là. Encore la personne que j'ai rencontrée avait son garde du corps avec son pistolet à côté. Pour vous donner une idée.
Mais la chance que j'ai eue, des fois je suis vraiment chanceux, j'ai rencontré Mauricio Escalon. Vous pouvez regarder, vous pouvez le googler si vous voulez. Ce gars-là, c'est une superstar du café. Il vend tous ses cafés à l'avance. Lui, c'est le petit ou l'arrière-petit-fils d'une des 18 familles qui appartenaient à El Salvador avant la réforme agraire, avant la Révolution. Alors lui, ils se sont fait racheter toutes leurs terres par le gouvernement, qui ont redistribué à des paysans, des coopératives. Et à un moment donné, je suis sur la route, pas avec Mauricio, avec un autre producteur. Je dis, comment c'est tout en friche, je n'ai pas entretenu la plantation aussi. Les coopératives, ils ne connaissent pas le café. Souvent, ils ne font pas bien le café. Puis lui, ce qu'il a fait, Mauricio, il a commencé à racheter toutes ses terres. Là, j'ai dit, bon, est-ce qu'il va répéter la même chose qu'avant? Non, parce qu'il y avait un type qui était avec lui, j'ai pas la photo, son garde du corps, ça faisait 40 ans qu'il travaillait pour lui. Puis maintenant, tout le monde était mieux rémunéré qu'il était avant. Ça a servi à quelque chose, la Révolution. Ici, c'est une variété botanique. Normalement, la fleur qui pousse se transforme en fruit. Il est vert au début. Au soleil, il va rougir. Mais des fois, il ne va pas rougir, il va jaunir aussi. Il y a même jaune ou orange. Toutes les variétés botaniques sont différentes. Ça donne d'autres saveurs complètement différentes au café. C'est plus difficile à travailler le bourbon jaune parce qu'à la récolte, c'est dur de différencier entre le vert et le jaune. C'est plus difficile. Souvent, c'était où, sur quel pays j'étais? Le type, il prenait des femmes pour faire ça, cette variété-là, parce que c'était trop difficile à faire la différence. Ici, à la fin de la journée, ils ont leur balance, puis ils pèsent ce qu'ils ont récolté, puis c'est leur salaire. S'ils ont récolté 20 kilos, 50 kilos, ils sont payés. Une journée, les producteurs peuvent faire un sac de, je dirais, peut-être 30 ou 40 kilos. C'est des grosses journées. Ici, c'est le Pérou. J'ai une longue histoire de Pérou. C'est un des pays que je suis allé à plusieurs reprises. Ça, c'est la région du Chanchamayo, une région super connue pour le café près de Lima. C'est pas mal de rencontres que j'ai faites. Ça, c'est la région du nord du Pérou. J'ai visité une autre région du nord du Pérou. C'est des gens qui cueillent à la main. Tous les gens avec qui on travaille, nous, c'est tout cueilli à la main. Il y a le Brésil qui mécanise les opérations. Et j'ai visité Hawaï, par chance. Puis le coût de la main-d'œuvre est tellement cher qu'ils prennent des machines aussi. Normalement, c'est mieux à la main parce qu'on choisit les grains quand ils sont prêts. C'est justement le projet que j'ai fait au Pérou. On m'avait approché. C'est des gens du Pérou qui sont venus me chercher ici pour aller aider. Il y avait 1000 producteurs dans une vallée qui s'appelle Yanatile au Pérou. J'ai fait un voyage, je les rencontre. Puis le lieu, c'est une école. C'est une école pour les gens un peu démunis. C'est à 5 heures, je ne sais pas, les gens connaissent un peu le Pérou, là. C'est à Cusco, c'est dans le milieu du Pérou. Ça, c'est à 5 heures de route de Cusco. Il faut traverser la cordillère des Andes pour aller là. Là aussi, c'est un super beau climat à 1100 mètres d'altitude. Et là, c'est une école où les jeunes sont formés sur les métiers de l'agriculture. Les oranges, les fruits, les légumes et le café. Alors moi, quand j'ai visité ça, le problème qu'il y avait là-bas, il n'y avait pas de support pour le traitement du café, puis il était à la merci des coyotes, qu'on appelle. Les coyotes, c'est des gens qui se promènent avec des camions, parce que souvent, les producteurs n'ont pas de moyens de transport. Ils se prennent les camions, puis ils payent, ils achètent le café à la moitié du prix que ça vaut. Alors moi, j'ai organisé avec des équipements, j'aurais montré comment faire. Maintenant, ils sont autonomes. Ils peuvent vraiment produire et le vendre eux-mêmes à des coopératives. Ça, ici, c'est les îles Galapagos. Il y a du café qui pousse là-bas. Ben ouais, les gens sont surpris. Moi aussi, c'est ça, oui, que je suis allé. Ça, c'est Saint-Barthélemy. Il n'y a pas de café là, mais c'est un volcan. Pour vous montrer que là-bas, le sol est très volcanique. Puis j'ai fait une super rencontre. Puis l'histoire est vraiment agréable parce que ça, c'est San Cristobal, l'île principale où est-ce qu'il y a le café. Puis une ancienne prison. Puis toute une histoire intéressante. Là, je ne vous la raconterai pas, ça va être trop long. Mais c'est le premier bâtiment que les premiers producteurs de café ont commencé. C'était l'arrière-grand-père de la personne que j'ai rencontrée, que j'avais rencontré ici à Boston lors d'un show, puis c'est sa plantation. Puis lui, en plus, ce que j'ai aimé beaucoup, ce jeune-là, il prend un virage vraiment pas comme son père. Lui, il est Q-grader, puis il fait tout biologique. Là, j'ai dit, c'est un gros défi, faire biologique sur les îles Galapagos. Le cahier de charge, c'est incroyable le travail qu'il faisait, il va changer complètement le café. J'avais déjà goûté, mais ça va être vraiment intéressant de les regoûter. Un autre pays que j'ai beaucoup aimé, c'est la Colombie. Puis je suis allé pour une raison très précise. Des fois, je m'amuse comme ça, j'identifie des sujets, puis je m'en vais explorer, comme le geisha au Panama, comme en Indonésie, tantôt d'autres sujets. Ici, ce que je voulais explorer, c'était les transgenres. J'ai eu beaucoup de difficultés à me faire comprendre. Les Colombiens ne me comprenaient pas. J'ai même eu un contact avec la Fédération. J'avais vu un document sur vidéo qu'il y avait des hommes qui sont devenus des femmes, qui cueillaient le café, c'est leur travail.
Puis en Colombie, tu peux travailler toute l'année parce que le café, il y en a toute l'année, d'en haut en bas. Puis ils suivent comme en caravane, puis elles cueillent le café. Alors, je voulais les rencontrer. C'était très, très compliqué. J'ai fini par les rencontrer. Puis j'ai fait des super entrevues. Puis moi, mon objectif, c'était de les comprendre pourquoi elles faisaient ça et comment elles le vivaient, leur changement de sexe dans ce monde-là si machiste des Colombiens. C'est vraiment intéressant comme histoire. C'était compliqué, mais ça valait la peine. J'étais très, très chanceux parce que je suis arrivé à la fin de la journée, quand ils venaient de récolter leur café, ils ont descendu la côte avec leur petit sac sur le dos, là, puis je vois deux personnes avec une petite jupe, là, avec des jeans en dessous de jupe. Ça doit être elles, les deux femmes que j'ai rencontrées. Et puis, c'était effectivement elles. Puis, j'avais presque plus assez de lumière pour prendre la photo, puis je ne pouvais pas prédire quand ça arriverait. C'était un moment magnifique. L'autre moment magnifique que j'ai vécu, par chance aussi, c'est la rencontre avec cet homme-là. Moi, je suis très, très exigeant avec mes rencontres que je fais. Moi, je voyage pour rencontrer des gens, pour connaître leur histoire. Et je n'étais pas content. J'étais avec le type, c'était un jeune de la Fédération de Café de Colombie. C'est une machine de la Fédération. C'est incroyable. J'ai jamais vu des gens organisés comme ça. Mais je n'étais pas content des gens que j'avais rencontrés. Là, un matin pluvieux, on s'en va à un centre d'un laboratoire pour goûter le café. Là, ils voulaient me faire encore goûter du café. Là, j'ai dit, là, tu n'as rien compris. Je suis tanné de boire du café. Je sais que tu aimes ça, on goûte vos cafés. Je ne peux pas en goûter. Je veux rencontrer un producteur, un vrai. Là, lui, il savait quoi faire. Il était jeune, il était un petit peu désemparé. Ce type-là arrive. On est assis. Là, il y a une prestance en arrivant dans la pièce. Moi, je parle espagnol, je commence à lui parler. Il me dit qu'il est producteur de café. Sa femme est à 1 an. Je devine à l'âge que ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Fait que je dis, on va aller à votre ferme. J'aimerais ça la visiter, prendre des photos de vous là-bas, puis connaître votre histoire. On passe la journée, on fait des photos. On s'assoit à l'abri. À la fin, il pleuvait. Il me raconte son histoire. Cet homme-là, il était enlevé par la FARC en Colombie, dans les années 80. Il était séquestré 60 jours dans la montagne. Puis après, il a fallu qu'il paye d'une rançon à chaque mois à la FARC. À la fin, il ne pouvait plus, parce qu'il y avait quand même 3 fermes de café à l'époque. Il était bien en vue. Il a quitté il a tout vendu à perte. Il a quitté le pays. Il est revenu, puis il y a encore 4 fermes de café. Quelle histoire fantastique. Comment les hommes peuvent se surpasser. Là, on parle de bestioles ici. C'est le fameux Kopiluwak, la civette en Indonésie. Ça aussi, je suis allé pour démystifier ces choses-là. Historiquement, je pourrais vous raconter toute l'histoire, je peux le faire un peu vite. Vous savez pourquoi la civette existe? C'est pour ramasser ses excréments avec le café dedans. L'histoire, c'est que ça a commencé à l'île de Java. Ça, c'est sur l'île de Sulawesi. J'ai visité les 3 îles de café. Puis ça a commencé à l'époque à Java. C'était les Hollandais qui avaient colonisé l'île de Java et qui avaient commencé le café là-bas. Java, c'est le 2e endroit après Éthiopie qui avait du café. Et les paysans n'avaient pas le droit d'amener du café à la maison. Sauf qu'il y avait un animal qui en mangeait, puis qui le déféquait, puis il y a personne qui ne va rien dire. Puis ils se sont rendus compte que le café était meilleur. Oui, parce que le café était tellement mauvais avant que l'estomac de la civette digérait le côté acide du café, c'est du bon café. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai, cette affaire-là. C'est juste du marketing. J'ai vu une enclave avec 500 civettes dedans. Alors, ils mangeaient du café, puis ils ramassent, puis ils vendent ça aussi 500 $ le kilo. Puis moi, j'ai goûté, puis moi, ce que j'ai goûté sur l'île de Sulawesi, c'est des années-lumière en qualité et en finesse que ce que j'ai pu goûter. Alors, là, ça ne vaut pas la peine, mais les gens, souvent, ils en ont entendu parler. Moi, je l'ai démystifié. Puis, ce qui est vrai, par contre, c'est vraiment leur costume pour cueillir du café. Ils ont un grand chapeau comme ça. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, les hommes n'en portent pas, ils sont chanceux. Les femmes sont toutes un peu comme ça. L'Indonésie, c'était un beau voyage aussi. Là, on est rendu en Inde. L'Inde, ce qui m'a touché le plus, c'est qu'on sait que l'Inde, c'est très, très, très spirituel. Ça, en visitant la ferme, j'ai vu cet endroit-là. C'est comme un lieu de prière pour les employés. Les employés ont le droit d'aller quand ils veulent se recueillir dans ce. J'ai vu des fermes avec des plus grands bâtiments, mais ici, c'est vraiment fait à la bonne. Puis le plus impressionnant en Inde, j'ai vu des cafés vieux de 50, 60 ans que j'avais jamais vu ailleurs. C'est vraiment vieux, c'est aussi vieux que les théiers qui existent. Et quand on sait que on ne pense pas que c'est un pays café, l'Inde, c'est vraiment incroyable comment ils sont vraiment sérieux. Et surtout, le plus impressionnant, j'ai vu des figuiers de 150 ans, des arbres gros comme j'ai jamais vu. Fait qu'il y a une culture là-bas, il y a un environnement qui est vraiment propice au café. Ça, c'est encore le séchage du café, mais c'est en Inde.
Il faut brasser les grains au soleil pour les secouer un peu pour pas qu'ils fermentent. Très important de sécher le café assez vite. Là, on change de pays complètement, c'est la Chine. J'ai pris cette photo-là pour vous illustrer la région de Pu'er. Je ne sais pas si les gens connaissent le thé ici. Pu'er, c'est une grande région de thé, une des plus vieilles régions au monde de thé. Ils font du café depuis 100 ans. Je ne savais même pas. J'ai appris là-bas. Puis, ils ont une culture. Vous voyez, vous avez la plantation de café en haut, la plantation de thé en bas. Alors, c'est les mêmes terroirs, les mêmes sols, la même angle. C'est vraiment... Puis j'étais surpris parce que j'ai goûté à une variété botanique que j'avais goûtée au Nicaragua, au Pérou. Puis c'était pas une variété que j'aimais beaucoup. Puis quand j'avais su qu'ils produisaient ça là-bas, j'avais été un peu déçu. Mais là, ils savent ce qu'ils font, les Chinois, puis j'ai goûté des cafés incroyables. Avec des épices en début de bouche, des fins florales incroyables que j'ai jamais goûté dans les autres pays. Un bel exemple que c'est le terroir et c'est l'homme qui va changer le café. Et d'ailleurs, ce que j'ai visité à Pu'er, un centre, un laboratoire qu'on construit, je ne sais plus combien de millions ça peut avoir coûté, là. C'est un copier-coller avec le meilleur laboratoire aux États-Unis, là. Et le fondateur de SCA, Specialty Coffee Association of America, Ted Legal, était là. Je l'ai rencontré. Il était à sa retraite, puis ça fait 6 ans qu'il aide les Chinois dans la culture du café. Mais la plus belle chose que j'ai trouvée, j'ai rencontré un producteur qui, lui, il ne veut pas en exporter son café. Ils ont commencé à le torréfier eux-mêmes, sur place pour le vendre, parce que le café était en pleine explosion en Chine. J'ai rencontré des jeunes baristas de Shanghai dans une ferme, puis eux, c'est leur passion, puis le café, ça explose tellement qu'ils vont juste s'autosuffire dans le pays, puis qu'ils n'ont pas besoin des grégos comme moi, ils n'avaient rien à faire avec ça. On peut peut-être faire une parenthèse sur les écosystèmes parce que c'est intéressant. Nous, occidentaux, souvent on pense à l'agriculture comme on la voit ici avec des champs carrés, très délimités, tout ça. Alors qu'on voit que dans ces pays producteurs, il y a un vrai respect de l'écosystème qui est nécessaire pour que le café arrive à maturité. Très bon point que tu soulèves là. Moi, j'observe toujours quel type d'arbre de la plantation. Des fois, c'est des bananiers, des fois des cèdres, des fois des eucalyptus. Ça va affecter beaucoup. Parce que l'eucalyptus, c'est pas trop bon, ça tire beaucoup d'eau. Ça va dépendre de l'angle. Souvent, le plus important, c'est qu'il y ait de l'ombre. Parce que sinon, le fruit va rouger trop vite, puis il n'y aura pas le temps d'extraire les sels minéraux. Une belle rencontre que j'ai faite, c'est des natifs. Je prends le bon terme, des ethnies. C'est comme nos Indiens, nous, mais c'est pour les Chinois. C'est à 6 heures de route de Pu'er qu'on est allé là. Et c'est vraiment traditionnel. Cette femme-là, extraordinaire, elle a 1200 membres. C'est elle qui est la présidente de la coopérative. Et là-bas, ils sont tellement bien organisés, ils font le thé et le café. J'étais très surpris de voir comment il était respecté. Même j'ai demandé, parce que c'était des questions plus personnelles, je ne parle pas mandarin, là, j'avais un interprète. Alors j'ai demandé, mais mon interprète ne savait plus que c'était un jeune, il avait l'air d'un adolescent. Il avait un peu de difficulté avec mes questions. Je lui demande comment elle fait pour majorité d'hommes dans la coopérative. Je dis comment elle fait, elle a une bonne entente avec les hommes. Elle répond, c'est moi qui décide. J'ai beaucoup aimé cette rencontre-là. J'ai mis cette photo-là pour vous expliquer que ça, c'est des bassins de traitement d'eau. Après qu'on a dépulpé le fruit, il faut le laisser fermenter. Alors ça, ici, c'est comme un lavage et une fermentation. Il faut tuer les germes. Le grain vert que nous, on reçoit ici, on ne peut pas le replanter pour repousser, parce qu'il a été fermenté, pour éviter les... Là, on s'en va en Afrique, au Rwanda. C'est le Rwanda, j'ai beaucoup aimé le Rwanda. Ce que j'ai aimé beaucoup du Rwanda, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Kigali, c'est une ville qui est magnifique. C'est propre, les gens sont éduqués, sont instruits. Mais le grand contraste, c'est quand j'ai fait 1 heure de route pour aller commencer les plantations de café, c'était wow, la pauvreté extrême. Des maisons avec des fils électriques qui passent en haut. Là, je dis, pourquoi les maisons ne sont pas branchées? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se brancher. Puis ces gens-là, ils vivent dans la boue, dans la terre. Mais leur mission première, c'est le café, l'agriculture. Puis j'ai rencontré des gens, ça, c'est des enfants d'un producteur. Ça, c'est les collines, c'est un pays aux 1000 collines qu'on dit au Rwanda, c'est vraiment beau. C'est vraiment un beau pays. J'ai vraiment aimé me promener. Je suis même allé jusqu'au lac Kivu, qui fait la frontière avec le Congo en haut. Puis j'ai rencontré des gens, leur plantation est sur les berges du lac Kivu, c'était fantastique. Et j'ai rencontré cet homme-là, 85 ans. Ça fait 5 ans qu'il est parti d'une plantation de café. Là, je me demande, pourquoi? Puis là, l'enfant que vous avez vu tantôt, il arrivait, c'était pour son petit-fils. Il voulait céder la plantation qu'il y avait. Puis eux, là-bas, au Rwanda, ce que j'ai trouvé ça drôle, c'est pas en hectares, comme en Chine, c'est des mues, ils ont toutes des unités de mesure. Eux, c'est en nombre de cafés.
qui évalue leur plantation. Puis, je pense que je me souviens bien, même moi, je pense qu'il y avait 1300 caféiers qu'il avait plantés pour son petit-fils. Juste assez pour qu'il puisse avoir un revenu avec ça, puis s'en occuper. Un pays très, très important pour le café et pour moi, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, j'ai fini par ça parce que c'est vraiment important de comprendre. Moi, c'est impressionnant. J'étais très, très impressionné quand je suis arrivé. Vraiment, les gens, ils vivent encore dans ces conditions-là. Et j'ai commencé par la région de Harar. Je suis allé en région là-bas. C'était sec, c'est incroyable. Puis après, je suis revenu de là à Harar. C'était très compliqué d'aller là-bas. Puis il y avait une petite révolution des jeunes dans la région d'Oromia. Je pensais pas que c'était sérieux, puis il faut faire attention. J'ai appris qu'il faut toujours se fier aux gens locaux. Moi, j'ai fait 1 heure de vol, j'ai fait 6 heures de route pour aller à Fortune-Ferme, puis les gens de la coopérative ne voulaient plus que j'y aille visiter. Là, je ne paye pas un billet d'avion, un interprète, pour aller là-bas, puis je ne peux pas aller visiter les producteurs. Puis quand on est parti le matin, en fin de compte, il y avait 2 gros autobus incendiés sur le bord de la route. Je vous avais déjà vu ça, l'autobus incendié, c'était impressionnant. Là, en blague, je dis, vous allez me faire croire que c'est les jeunes. Les 3 me regardent et disent, ce sont les jeunes. Puis quand on est revenu de ce voyage-là, 6 heures de route, bien, le président avait démissionné. Puis les Américains étaient en train de mettre de la pression pour pas que ça tombe des mains des Russes puis des communistes et des Chinois. Fait que je pense que j'ai vécu un moment vraiment intense en même temps là-bas. Et cette diapositive-là, c'est la région de Sidamo, et Yagachev, qui est des régions que moi j'adore, c'est mes cafés préférés. Et là, à un moment donné, la région de Sidamo était terminée, là, je dis mon interprète, qui fait d'où, qui s'appelait, il dit, veux-tu en voir d'autres? Je dis, oui, j'aimerais en voir d'autres. Puis là, on a monté en Jeep, on a suivi le lit d'une rivière, on montait, même il fallait mettre ça, c'est 4 roues motrices pour monter en haut. Je dis, où est-ce qu'on s'en va? On est arrivé là, à ce village-là, mais j'avais pas le droit de rencontrer personne avant d'avoir rencontré le chef du village. Je me suis promené avec lui dans les cafés qui poussent à l'état naturel. C'est vraiment touchant. Puis encore plus touchant, c'est quand il m'a dit, tu peux pas t'en aller, il faut que tu fasses mes femmes. Je voulais prendre une photo avec ses femmes, en plus. Puis l'autre personne qui m'a touché beaucoup, c'est cette femme-là, ici. Ça, c'était une drôle de rencontre. Puis je suis en train d'écrire justement là-dessus. Puis je pense encore, je me retourne, je me tombe face à elle. Ah, seulement, qu'est-ce que je fais là? Quand je suis arrivé là, tout le monde est venu, tout le village est venu. Là, ils n'en ont pas souvent des Blancs comme moi. Fait que tout le village, là, je me tourne, je suis face à elle, mais je ne peux pas communiquer avec elle, parce que je n'ai pas la langue. Puis là, je voulais vraiment la connaître, la découvrir. Elle était pieds nus comme ça dans sa plantation. Là, mon interprète, il a parlé je ne sais pas combien de temps pour faire comprendre qu'est-ce que je faisais là, parce que là, elle se demandait non seulement ce que je faisais là, puis c'est important moi, de connaître l'histoire de ces gens-là. On a visité toute sa plantation. Elle est restée pieds nus, tout le temps, comme ça. Puis elle, c'est la femme de famille, c'est elle qui s'occupe des enfants et de la plantation de café. Pendant l'homme, il va travailler à l'extérieur, souvent. Alors, c'est des points importants pour moi à connaître quand je visite les producteurs de café. Ben écoute, c'est fantastique. T'as réussi à boucler le tout. Bravo. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. S'il y a des choses que vous voulez aborder avec Christian par la suite, vous pourrez le trouver au kiosque Touché pour discuter avec lui, puis goûter ses produits aussi, donc les cafés Touché qui sont au kiosque juste derrière. Et allez-y si vous avez une question, monsieur. Oui. Dans tous vos voyages, j'aimerais savoir où vous avez bu le meilleur café. Je sais que c'est subjectif, mais ça dépend du contexte. Tu sais, moi, je suis sommelier pour le vin aussi. Puis on me demande c'est quel le meilleur vin. C'est très relatif. J'ai toujours la même réponse depuis tout le temps. Dans quel pays j'ai goûté le meilleur café? Bien, j'étais très, très surpris souvent. Je ne mets jamais d'attente, parce que je suis très sévère. Je me souviens d'un voyage du Nicaragua, je pense que j'avais goûté 55 producteurs, puis je n'avais pas goûté mon café encore. Le catador est découragé. Fait, des fois, ça va mal. C'est l'agriculture aussi. Ça dépend des années. Ça dépend de ce qu'on va. C'est sûr que, bon, l'Éthiopie, je suis un petit peu vendu d'avance. Je connais beaucoup les cafés d'Éthiopie. C'est sûr que j'étais très touché, mais en Indonésie, ça m'a surpris beaucoup de voir. Je n'avais jamais goûté des cafés aussi fins que ça. L'Indonésie m'a impressionné beaucoup. Non, l'Amérique centrale, je connais beaucoup. Ça fait des années que j'y vais. Mais le plus grand souvenir, pour répondre à votre question, je dirais que l'Indonésie, c'est un terroir particulier. Sur quelle île? Sous Sulawesi. J'ai découvert des gens vraiment intéressants puis des cafés vraiment qui sortent de... Je voyage pour ça aussi, pour m'assurer l'intégrité biologique, mais aussi pour me surprendre. Comme au El Salvador, j'étais vraiment « wow ».
ce gars-là, Mauricio Escalon, j'ai dit, d'où est-ce que tu sors? Puis là, il m'a tout expliqué son histoire. C'est son grand-père qui avait des plantations de café avant. Puis lui, c'est un architecte, ce gars-là. Puis il a arrêté l'architecture pour s'occuper des plantations de café. Bon, il n'y a pas de problème d'argent, là, c'est correct. Là. Il ne vit pas de ça, peut-être. Mais il s'amuse beaucoup. Ah oui, il y a des gens maintenant qui s'amusent dans le café. Puis El Salvador, ça va être un beau... peut-être je pourrais répondre en répondant le pays, j'étais moins impressionné, peut-être. Le Pérou a des bons cafés, mais jamais vraiment été estomaqué par les qualités. Le Pérou, souvent, au nez, je peux savoir si c'est un café du Pérou. Il y a toujours une fin en chocolat, cacao, puis c'est facile à voir. Souvent, quand une blague, d'ailleurs, j'étais au Costa Rica, qui a un des cafés très, très chers au Costa Rica, connu pour son acidité. Je fais du cupping au Costa Rica, puis les catadors sont toujours très nerveux d'avoir nos commentaires. Là, je dis aux jeunes, je regarde, je dis, c'est du café du Pérou, ça? Parce qu'il y avait une fin en cacao, il n'y a aucun agrume dans les arômes. C'est impossible pour moi. Ah oui, ça dépend vraiment. Puis là, le directeur, Roberto Mata, il m'avait reçu. Alors, je n'ai pas dit qu'au Costa Rica, ce que j'ai visité, c'était une coopérative, un transformateur et des plantations qui sont carbone zéro. Une autre découverte que j'ai faite, c'était important pour moi d'aller comprendre comment travailler. Puis c'est Roberto Mata, le gars qui a mis ça en place depuis plusieurs années, qui m'avait reçu. J'ai passé 2 jours fantastiques. Puis lui, là, il s'excusait. Puis il faut aussi être indulgent. C'est comme le vin, hein? On veut toujours les meilleurs vins, mais à un moment donné, il faut comprendre que du vin, c'est du vin, puis il faut arrêter de payer trop cher pour ça. Et le café, c'est la même chose. Puis là, c'était les premiers cafés de la nouvelle récolte. C'était pas les cafés d'altitude. Il faut vraiment le goûter dans ce niveau-là. C'est vraiment différent. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres entre en ligne de compte. Il faut le prendre en considération. Comme dans le vin, c'est la même chose. Il faut toujours être un peu modeste. Tout à fait. Est-ce que vous auriez une question? Oui. Quand vous avez fondé le Mont Lacroix, votre café venait typiquement du Pérou? Non, pas juste du Pérou. J'avais une plantation là-bas que je travaillais, les gens avec qui je travaillais. Mais on travaille rarement parce que ça, c'est une autre école de pensée. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec des terroirs différents. Alors, j'ai choisi des terroirs, comme j'avais une recette que j'avais sortie qui s'appelait Métis. J'avais 4 terroirs différents. Il y avait du Pérou, il y avait d'Éthiopie, l'Indonésie et du Guatemala, que je routissais des couleurs différentes et j'amalgamais ensemble après. Pour moi, c'est comme les gens qui croient que plusieurs cépages ensemble vont donner plus de profondeur. Le café, c'est la même chose. Sur les terroirs seuls, c'est rare qu'on va avoir la même complexité organoleptique en mettant des terroirs ensemble. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce que c'est vrai quand on parle du Blue Mountain? Là? D'ailleurs, il y a un voyage en Jamaïque. On m'invitait dans la Jamaïque. Puis là, j'arrive de le Vietnam. Je ne vous ai pas parlé du Vietnam. Aussi, c'est un super beau pays. J'ai plus assez de temps. J'en ai, en sens parfait. Et je suis allé en Chine aussi, mais inquiétez-vous pas, là. Je suis correct. Je suis sorti juste à temps. Vraiment juste à temps, 2 jours avant. Et j'étais tanné. J'ai 40 heures de vol à revenir ici pour me sauver de l'épidémie, là. Puis là, j'avais un voyage en Jamaïque. J'ai envoyé un de mes employés à la place. Je dis, vas-y, toi, prends des photos puis questionne. Je me questionne, c'est quoi le Blue Mountain? Le Blue Mountain, il faut comprendre que c'est un terroir qui est vraiment unique. Le sol est vraiment différent. C'est pas gros, là. C'est petit. C'est pas tout le café de Jamaïque qui est comme ça. Mais encore là, des années, l'année passée, on y a goûté. Il était bon, mais en espresso, on perdait toute sa complexité. Fait que le Jamaïcain, oui, il est complexe, puis c'est un café très, très doux. Les gens qui aiment le café fort, ils ne l'aimeront pas. C'est un café très sensible, très, très fin. Exemple, une année, on avait acheté un baril, qui ça coûtait très, très cher, puis on y goûte dans une cafetière filtre ordinaire. La température de l'eau était beaucoup trop chaude. Ça a brûlé les arômes délicats du café, puis on ne goûtait pas. Alors, j'ai refait le café en méthode pression, à la bonne température, puis là, on goûtait au café. C'est sensible comme ce café. Oui, mais c'est surfait un peu aussi. C'est l'offre et la demande. L'appareil qu'on utilise pour faire notre café quotidien, là, il peut avoir une grosse influence. Je comprends. Absolument. Alors, sur ce point-là, je vous renvoie sur la conférence qu'on va tenir demain et qu'on a fait la semaine dernière aussi, puisque là, on parle vraiment du café à l'origine, donc de la variété botanique et de comment on le vit à travers le monde. Et après, il y a toute la manière dont on le consomme chez soi, donc la méthode d'infusion, qui est vraiment encore une autre chose, le choix de la machine, le choix de la mouture. Et tout ça, on va voir ça demain pendant une conférence qui va être dédiée que à ça, si ça vous intéresse. Mais quand je conçois des cafés, c'est pour l'espresso, comme pour les cafés qu'on a fait pour toucher, on sait à qui on s'adresse. Nous, on a un grand portefeuille
un grand terroir, on a beaucoup de variétés. On peut le rôtir 9 couleurs différentes. Ça va changer complètement les paramètres du même grain de café, qui, lui, est chargé avec des bases d'organoleptiques déjà. Alors, c'est mon travail, moi, de juger ce que le client veut, puis choisir les origines qui vont répondre à ce qu'il a besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Vous avez parlé très peu là, du Vietnam. Je n'ai pas parlé, malheureusement, du Vietnam. J'ai adoré le voyage. J'ai eu la chance, encore une fois, de rencontrer 4 générations sur place de producteurs de café. Puis des gens qui avaient été, le grand-père que j'ai rencontré, qui avait été forcé, après la guerre et la Révolution, de se déplacer du nord au milieu, sur les terres fertiles, où c'est le café. Le café, c'est le 2e pays producteur au café au monde maintenant. C'est vraiment sérieux. Bon, mais c'est sûr que les gens, comme les consommateurs, consommatrices, vont dire « Ah, le Vietnam, c'est du café Robusta. » Il y a l'Arabica, pas beaucoup, mais attention, j'ai rencontré un freak, un vrai freak du Robusta, l'oncle, une des générations, qui, lui, il croit que lui, il a fait des tests, puis il croit que c'est meilleur pour la santé, le Robusta, que l'Arabica. Il lève d'autres débats, mais j'ai goûté à des bons Robusta, mais c'était pas les meilleurs Robusta. Les meilleurs Robusta, j'ai goûté en Inde. Mais je trouvais qu'il y a encore du travail à faire au niveau organoleptique. Mais c'est vraiment des gens organisés pour la production de café. C'est surprenant. Et le terroir, ce sont des Français, d'ailleurs, ces sacrés Français-là, qui ont commencé le café au Vietnam quand ils colonisaient. Ils ont laissé quand même un beau cadeau parce qu'aujourd'hui, les terres sont tellement fertiles. C'est incroyable. Le café pousse à grande quantité. Alors, il nous reste 1 minute. Peut-être que je te demanderai, pour conclure cette intervention, est-ce que tu pourrais nous synthétiser en fait, ton regard entre le café, la scène du café à l'international aujourd'hui versus ce que tu as connu quand tu as commencé il y a 25-30 ans? Pas possible. Dans ces eaux-là? C'est complètement différent. C'est un autre monde. Je dis souvent en blague à mes amis, si les gens, pas moi, si les gens, la bouche des gens n'avait pas évolué, je ne veux pas dénigrer personne. Là. Je ne parle pas juste du café, je parle du vin, du fromage, des bières. J'aurais changé de métier. Moi, je suis chanceux, c'est mon métier, c'est la bouche. Puis les gens, même quand je sors des nouveaux cafés, on a fait une dégustation cette semaine pour rien dévoiler. J'ai dit, mon Dieu, qu'on fait des bons cafés. Non, mais c'est les gens, comment les gens peuvent comprendre maintenant. Il ne faut jamais sous-estimer. Il y a une grosse différence. Et c'est partout, c'est mondial. C'est au Japon, c'est en Chine, c'est au Vietnam. Même en Inde, il y a des chaînes de café bistrot. Alors, les gens sont beaucoup sensibilisés au café. La demande tire le marché vers le haut et au niveau de la production, la qualité surtout. Ce qui est un peu inquiétant en ce moment, c'est le Brésil qui veut encore... Ils ont 60 millions de sacs par année en ce moment, qui est le plus gros. Ils veulent augmenter encore. Nous, on n'aime pas ça parce que ce qui arrive, c'est que c'est lui qui dirige le prix, parce que le prix il est fixé sur la bourse de New York. Alors, c'est l'offre et la demande. Il y a une grosse offre. Puis eux, c'est toutes des machines, c'est vraiment des grosses usines. Moi, je pense aux petits producteurs. Moi, ce que j'aime, c'est les petits producteurs comme j'ai rencontré là. Alors, pour ça, nous, l'équité, c'est très important. Puis s'assurer que ça fonctionne, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sinon. Au prix que la bourse, en ce moment, personne ne peut vivre de ça. Moi, j'ai fait le calcul mathématique au Pérou, combien ça coûte à un producteur, un acre, à entretenir, à travailler, à cultiver. Puis on a pris son coûtant, puis on a mis 15 % de bénéfices. Puis le prix que je payais, c'était 2 fois le prix que la coopérative payait. Alors, il y a un problème, les gens ne comprennent pas. Les producteurs, ils ne savent pas comment faire. Alors, pour avoir de l'accréditation, parce que moi, j'ai fait accréditer des fermes là-bas, j'ai fait cette démarche-là, et quand je vois les productions comme le Brésil ou le Vietnam, j'aime moins ça. Ça influence sur le gagne-pain de ces femmes et ces hommes-là. C'est pour ça que j'ai commencé à voyager pour m'assurer. Parce que des coopératives, ça ne fonctionne pas du tout. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai vu des coopératives au Pérou. Le modèle ne fonctionnait pas. Alors, mais d'autres pays où ça fonctionne bien. J'en ai vu des gens qui ne veulent pas se regrouper en coopérative, ils veulent faire des associations, mais l'important, c'est qu'ils soient solidaires et qu'ils se tiennent tout le monde. Bah écoute, Christian, on aurait pu t'écouter encore pendant des heures. Malheureusement, je pense qu'on est arrivé au bout du temps qui nous a imparti. Merci. Et si vous voulez discuter avec Christian, on va se trouver au kiosque Edika qui est juste derrière. Et vous pouvez donc déguster ces produits qui sont là. Et toute l'information qu'on a échangée ici, vous pouvez la retrouver sur notre blog, le blog Edika, où on publie régulièrement du contenu spécialisé sur le café. Donc n'hésitez pas à y aller puis à nous poser vos questions à travers ce blog si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup.